Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur la thermodynamique. Donc on a vu que la thermodynamique c'était la partie de la physique qui va étudier les transferts d'énergie. Eh bien on va essayer de voir aujourd'hui comment est-ce que l'on fait pour transférer de l'énergie. En fait il existe deux moyens de transférer de l'énergie d'un système à un autre. Le premier c'est tout simplement peut-être de le chauffer, voilà, vous chauffez le système. Donc ce transfert c'est ce qu'on va appeler nous de la chaleur. La chaleur c'est tout simplement un transfert d'énergie sous forme thermique. Ça, c'est la première chose que l'on va pouvoir noter. Donc, la première forme de transfert d'énergie, c'est sous forme thermique. C'est ce qu'on appelle donc, peut-être plutôt enlever, noter, puis remarquer la chaleur. Ce qu'on appelle donc chaleur. Et qu'on va noter. Quand on va noter, on va noter grand Q, grand Q, ici, Q majuscule, c'est comme ça qu'on va appeler la chaleur, ce transfert d'énergie thermique. Et le deuxième, c'est par le travail. Alors le travail par exemple des forces, vous pouvez avoir aussi un travail électrique, c'est tout à fait possible. Donc c'est le deuxième mode de transfert, c'est le travail. Et cette fois-ci donc le travail, vous savez qu'on va le noter W. Donc vous pouvez ici écrire que le travail noté donc W, déjà défini en mécanique ou en électricité, ça c'est le deuxième mode de transfert possible. Il n'y en a pas d'autre, on peut transférer seulement de la chaleur ou un travail. Alors donc, petite notation, attention en physique, il faut faire attention à ces notations. Q et W sont des transferts d'énergie. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'écrire delta Q ou delta W. Le delta voudrait dire variation, mais ici c'est déjà une variation, parce que c'est un transfert d'énergie. Donc on va dire pas variation de variation, c'est pas possible. Donc on ne note pas un delta Q, on ne note pas delta W, ici c'est pas très bien fait, c'est un delta W, parce que tout simplement, dans cette notion de travail ou de chaleur, il y a déjà cette notion de transfert énergétique ici. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour transférer de l'énergie thermique? Alors le Q ici, transférer de l'énergie thermique, j'ai trois possibilités. Ces trois possibilités, c'est ce qu'on appelle la conduction, la convection et le rayonnement. Alors, ici je prends l'exemple d'une casserole, donc une casserole avec de l'eau à l'intérieur. Si vous chauffez cette casserole-là, la chaleur va se transférer par conduction, donc à l'intérieur du même solide, par ce qu'on appelle la conduction. La poignée à un moment donné deviendra chaude. Alors si c'est un isolant thermique, ça mettra du temps. Si c'est un conducteur, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais en tout cas, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir un transfert d'énergie à l'intérieur même de votre solide ici. C'est ce que l'on va appeler la conduction. Donc conduction, donc on va noter en bas ici dans le petit violet. Donc ça c'est la conduction. Et la définition de la conduction, c'est un contact entre corps de températures différentes. Voilà. Le deuxième, c'est le rayonnement. Alors le rayonnement, ici, par exemple, vous pouvez mettre votre casserole sur le feu, mais vous n'êtes pas obligé qu'il y ait un contact entre les deux. L'énergie sous forme de lumière qui est transformée ici sous forme de rayonnement, va transférer de l'énergie. La preuve, c'est que si vous êtes à la plage en été, le soleil qui n'est pas à côté de vous, il n'y a aucun contact avec vous, et pourtant vous sentez bien qu'il chauffe quand vous êtes exposé au soleil. Ça, c'est le deuxième type de mode de transfert, c'est le rayonnement. Ici, donc on va noter rayonnement. Donc je mets en définition donc transfert d'énergie par rayonnement électromagnétique, donc c'est-à-dire la lumière. Et le dernier, c'est peut-être le plus difficile à appréhender, mais c'est ce qu'on appelle la convection. Alors le liquide qui se trouve dans votre casserole, vous savez qu'en bas c'est plus chaud qu'en haut, et donc ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des mouvements internes qu'on va appeler des mouvements de convection, entre guillemets, parce que c'est pas très correct, mais le chaud va monter, le froid va descendre, et donc ça, ces mouvements qui vont se créer ici, c'est ce qu'on appelle des mouvements de convection, ce qui va permettre donc d'homogénéiser votre chaleur, et donc ça c'est aussi un mode de transfert ici. Alors on va noter ici donc c'est la convection. Convection. Donc transfert d'énergie par déplacement macroscopique d'un fluide. Alors ici, il ne faut pas confondre conduction et convection. Conduction, c'est à l'intérieur même, on va dire, la plupart du temps d'un solide. Et ici, c'est plutôt dans un fluide. C'est à l'intérieur même du fluide qui vont créer des mouvements à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la convection. Alors, par convention, on va toujours dire qu'en fait, les échanges de chaleur vous allez forcément avoir une source chaude et une source froide. Et on va toujours dire que le chaud va aller vers le froid. On va avoir un transfert de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide. C'est ce que je mets ici. Donc les transferts thermiques se font spontanément depuis la zone la plus chaude vers la zone la plus froide. Voilà. Il existe trois modes de transfert, mais ça on l'a déjà noté.
Bien, alors ça c'était la partie simple. Maintenant, eh bien, comme en mécanique, eh bien, il existe des lois de de la mécanique, eh bien, c'est pareil en thermodynamique, il existe plusieurs, on va appeler ça plusieurs principes plutôt que des lois. Donc c'est des principes, et nous, en terminale, on ne verra que le premier principe de la thermodynamique, c'est déjà pas mal. Il en existe un deuxième, le deuxième principe fondamental de la thermodynamique, mais ça c'est une notion qui est trop compliquée, ça fait passer une notion qu'on appelle l'entropie, et on ne va pas la détailler cette année. Alors, la thermodynamique, c'est une partie qui est excessivement difficile, et donc nous, on va essayer de simplifier au maximum en terminale. On va faire une première approche de cette notion de thermodynamique, et donc on va faire quelques approximations pour la suite, eh bien, de ce chapitre. Alors, je vous mets ici donc, pour la suite, on considérera un système au repos, ne possédant pas d'énergie potentielle macroscopique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis au repos, eh bien, ça veut dire que, eh bien, j'ai mon énergie cinétique qui est égale à 0. Donc EC égale 0, macroscopique, hein, et puis tout ce qui est énergie potentielle, peu importe, eh bien aussi qui est égal à 0. Par conséquent, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie totale de votre système, eh bien ça va se résumer à son énergie interne qu'on va appeler grand U. Hein. Si vous vous souvenez, ici on avait marqué l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique plus l'énergie interne. Eh bien, si on enlève l'énergie mécanique, il ne reste plus que l'énergie interne ici. Voilà. Donc c'est la première approximation qu'on va faire pendant tout ce. Alors, quel est ce premier principe de la thermodynamique? Il s'agit pour moi du principe le plus fondamental qui existe en physique. C'est quelque chose de très simple, mais par contre qui a des conséquences monstrueuses sur toute notre compréhension du monde. Alors, ce premier principe, alors qui dit principe indique que ça ne se démontre pas. Hein. On part d'un postulat, c'est celui-là, et en fait on n'a jamais réussi à démontrer le contraire, et le fait de partir de ce principe-là nous permet de comprendre énormément de choses. Eh bien, c'est tout simplement le principe de la conservation de l'énergie. L'énergie, c'est une grandeur qui ne peut être ni créée ni détruite. La seule chose que peut faire l'énergie d'un système, eh bien, c'est de se convertir d'une forme en une autre. Alors, ça paraît tout bête, mais en fait, ce concept d'énergie, déjà, il a pris beaucoup de temps avant d'être compris. L'énergie, déjà, c'était juste un concept, c'est pas quelque chose qui existe en réalité. C'est un concept, on s'est aperçu qu'en physique, eh bien, dans n'importe quel type de transformation, il y avait une sorte de truc qui se conservait tout au long de ces transformations, et c'est ce qu'on appelle, nous, l'énergie. Et on part du principe que, justement, il n'y a pas de perte d'énergie, ce n'est pas possible. Voilà. Donc ce principe ici, il est fondamental parce que, en fait, il va nous permettre de faire quoi? Eh bien, si je connais l'énergie d'un système dans un état initial, eh bien, je suis capable de prédire quelle sera son énergie dans l'état initial, puisque, justement, il n'y a pas de perte d'énergie. Alors, il a permis de découvrir plein de choses, ce principe de conservation de l'énergie. Certaines particules, par exemple, ont été découvertes grâce à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais, à aucun moment donné, eh bien, perdre de l'énergie dans l'univers. Hein, la seule chose qui existe, c'est que l'énergie a pris d'autres formes. Hein, la forme la plus atypique que l'on puisse connaître, par exemple, c'est la masse. La masse, par la formule E égale mc carré, eh bien, est une forme d'énergie, et on n'a jamais de perte d'énergie ici. Alors, vous allez pouvoir noter, donc, ce principe fondamental. Alors, c'est une phrase, mais il faudra l'écrire en entier. Elle est tellement importante qu'il faut la mettre, il faudrait pause pour l'écrire. Donc, l'énergie ne peut être ni créée, ni détruite, mais ne peut être que transférée d'un système à un autre, ou convertie d'une forme en une autre. Voilà, ça c'est ce premier principe de la thermodynamique. Donc le premier principe permet d'effectuer donc justement ce que j'ai dit, un bilan d'énergie, c'est-à-dire déterminer eh bien sa variation d'énergie, c'est-à-dire de déterminer un delta E, donc qui est toujours le même, hein, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Voilà. Et donc, en fait, l'énergie ici totale, on n'y a jamais accès. Par contre, nous, ce qu'on va calculer, ce sont les variations d'énergie, puisque si je connais l'énergie, on va dire, d'un système, voilà, en fait, on s'en moque de savoir combien il en a. Ce qui nous intéresser, c'est de savoir quels ont été les transferts et combien, eh bien, on a gagné ou perdu par rapport à notre situation de départ. Voilà. Alors, donc, on va faire des applications. Alors, ça va être très simple. Donc, premier principe, application du premier principe pour un système isolé. Je vous rappelle que un système isolé, eh bien, c'est un système qui n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur. Ça veut dire que forcément, votre variation d'énergie, donc on va plutôt nous faire l'énergie interne, eh bien, est égale à 0.
Voilà. Donc le seul qui existe, eh bien, c'est l'univers. Mais si je prends des systèmes un peu approchés comme les bouteilles thermo, je sais que la variation d'énergie interne est forcément égale à 0, puisque je n'ai pas le droit d'échanger ni matière ni énergie avec l'extérieur. Donc j'ai ma conservation de l'énergie. Voilà, c'est tout bête, mais c'est très 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 important. Alors, deuxième application, on va aller voir celle du même acabit. Alors cette fois-ci, il s'agit de l'application du premier principe, cette fois-ci pour un système fermé. Alors le système fermé, je vous rappelle, hein, c'est un système qui peut échanger de l'énergie, mais pas de matière avec l'extérieur. Donc s'il échange de l'énergie, eh bien il n'a que deux moyens d'échanger de l'énergie. On l'avait vu tout à l'heure, eh bien il peut l'énerger sous forme de chaleur ou sous forme d'un travail. Donc si un système est fermé, alors il peut échanger de l'énergie sous deux formes. Donc cette variation d'énergie interne sera égale, soit par le travail, soit par la chaleur, donc delta U égale W plus Q, obligatoirement. Autre application, voilà, ouais, c'est tout bête, mais ça par contre après il va falloir aussi le comprendre, c'est un petit peu plus difficile des fois. Alors, application du premier principe cette fois-ci pour un système fermé incompressible. Alors qu'est-ce que ça veut dire incompressible? Ça veut dire que je peux pas le comprimer, c'est-à-dire qu'en gros c'est un solide qui va être indéformable. La plupart du temps, ces solides incompressibles, c'est quoi? Ce sont les solides, les liquides. Alors donc si je ne peux pas les déformer, c'est-à-dire que je ne peux pas appliquer un travail mécanique dessus, ça veut dire que forcément, votre W va être égal à 0, et donc delta U va se limiter non pas ici comme j'ai marqué à W plus Q, mais à Q tout simplement. Voilà, pour un système incompressible, delta U égale Q. Alors cet échange de chaleur, comment est-ce que je vais faire pour le calculer? Vous avez peut-être déjà vu. En fait, ça va être proportionnel à la masse que vous avez besoin. Si vous avez, par exemple, faire chauffer un gros glaçon ou un petit glaçon, c'est pas pareil suivant sa masse. Ou alors, ça va dépendre du liquide ou du solide que l'on a. Par exemple, si c'est de l'eau ou n'importe quoi d'autre, et bien évidemment, ça va pas être, on va pas avoir les mêmes effets, évidemment, de cette variation de température. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu ici. En fait, Q, c'est quoi? C'est C fois delta T. Alors, C, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la capacité thermique du système. Ça va être une constante qui va dépendre donc de votre solide tout simplement. Ou C, donc c'est la capacité thermique. Capacité thermique. Alors ça c'est toujours donné, hein, cette valeur-là, il ne faut pas s'inquiéter, dans les exercices c'est toujours donné. Donc capacité thermique du système. Alors, en quelle unité on va la calculer? Regardez bien, l'énergie interne, c'est l'énergie, c'est des joules, et puis delta T, c'est une température. Donc on va avoir des joules par Kelvin, ici, moins 1. Alors on peut aussi avoir autre unité de température, on peut aussi avoir des degrés Celsius. Alors ça changera rien. Dans ce cas, ce sera C fois delta θ, ici θ en degrés Celsius, parce que quand vous faites une différence de température, que ce soit en Kelvin ou en degrés Celsius, évidemment, ça change rien, puisque vous avez une relation plus ou moins entre les deux, donc ça ne changera rien, c'est exactement la même chose. Alors, on peut par contre noter donc delta T ici égale delta θ, donc en Kelvin, pour delta T c'est en Kelvin, K, et delta T lui c'est en degrés Celsius, donc en degrés Celsius. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner à montrer que justement, delta T égale delta θ, si vous le désirez. Alors, donc, petite remarque, alors ça, cette formule-là, en fait, on l'utilise pas souvent. Ça, en fait, c'est indépendant, dépendant de la masse, et la plupart du temps, on utilisera un petit c minuscule, qui sera, dans ce cas-là, la capacité thermique massique. Et donc, on va pouvoir définir aussi ce qu'on appelle la capacité, donc la capacité thermique massique, et qu'on va noter C minuscule, un petit c, et dans ce cas-là, on va dire que grand C égale petit m fois C. Donc cette formule-là, on la connaît souvent sous la forme Q égale petit m, petit c, fois delta T. Alors delta T, c'est toujours la même chose, c'est final moins initial. Donc cette formule-là, c'est celle qu'on utilise le plus souvent, avec le petit c. Donc ça va être par unité de masse. Donc lui, on va noter ici petit c, en, cette fois-ci ce sera des joules par Kelvin par kilogramme. Voilà.
Voilà, ça c'est ce qu'on utilise le plus souvent, ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez quelque chose qui va dépendre de la masse, il faudra que ce soit homogène, donc il faudra faire attention à ces calculs. Ça, le C, ou le grand C, de toute façon, c'est quoi qu'il arrive, c'est toujours donné tout le temps. J'en ai terminé avec cette deuxième partie, je vous dis à bientôt pour la dernière et la plus croustillante des parties. Voilà, bonne journée, à bientôt.